Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le 19h de Public Sénat. Voici les titres de ce jeudi 7 octobre. La réforme des retraites, bien sûr, le gouvernement lâche du lest au profit de certaines mères de 3 enfants et de parents de handicapés. Mais le compte n'y est toujours pas pour la gauche et les syndicats. Rien ne change sur le fond, estime Bernard Thibault. Débat tout à l'heure sur notre plateau. Il s'annonce aussi tendu que dans l'hémicycle. Nouvelle polémique liée aux Roms avec la révélation d'un fichier ethnique utilisé par la gendarmerie. Le ministère de l'Intérieur dit ne pas connaître son existence, qui tomberait sous le coup de la loi. Mario Vargas Llosa, prix Nobel de littérature, le romancier péruvien naturalisé espagnol, est aussi un militant politique libéral qui avait connu une cuisante défaite électorale à la présidentielle dans son pays d'origine. 2 amendements voulus par Nicolas Sarkozy pour tenter d'améliorer la réforme des retraites et d'amadouer les opposants. Ils ont été dévoilés dès l'ouverture de la séance ce matin au Sénat par Éric Woerth dans la foulée d'une réunion qui s'était tenue à l'Élysée. Nous écoutons le ministre du Travail. Le premier amendement que je vous présente permet aux mères de 3 enfants et plus nés entre 1951, première génération concernée par la réforme, et 1955, de continuer à bénéficier d'une réforme sans décote à 65 ans, sous réserve de s'être arrêté évidemment pour élever un enfant. Cette mesure permettra à environ 130 000 mères de famille de continuer à bénéficier d'une retraite à taux plein à 65 ans. C'est une mesure très forte qui répond à une inéquité réelle et constatée. Nous répondons donc de façon concrète et efficace à la question posée de l'inéquité de la retraite des femmes. Des femmes, elles seraient 130 000 à être concernées par ces avancées, donc pour certains parents, d'un coût de 3,4 milliards qui seront financés en partie par de nouvelles recettes, par exemple une hausse de la taxation des plus-values réalisées lors de la vente des résidences secondaires. Mais ni l'opposition politique ni les syndicats ne s'en satisfont. La tension est restée d'ailleurs palpable aujourd'hui au Sénat. Reportage Marie Brémaud. Cela s'est décidé en haut lieu lors d'un petit déjeuner ce matin à l'Élysée. Nicolas Sarkozy a demandé au gouvernement de déposer 2 amendements dans le cadre de l'examen de la réforme des retraites. L'un en faveur des mères de famille aux carrières interrompues, l'autre concernant les parents d'enfants handicapés. Des mesures bien insuffisantes pour l'opposition. Moi j'appelle ça de la théâtralisation. En tout cas, c'est ne pas répondre aux questions qui sont posées par ceux qui aujourd'hui se mobilisent. C'est en tout cas une réponse à l'adresse des sénateurs centristes qui tenaient à ces amendements. J'adore, moi, les souplesses du gouvernement. Donc plus il y en aura, mieux ça vaudra. Je vous dis, nous attendons encore au moins 2 réponses claires. Celui sur le risque différé et celui sur l'évolution vers la retraite par points. Mais le ministre du Travail et le président du groupe UMP ont tout de suite voulu couper court à d'autres aménagements de la réforme. Je pense que dans le cas de l'équilibre, c'est une affaire à 3,4 milliards d'euros. C'est déjà beaucoup d'argent. Il n'est pas raisonnable de penser qu'on puisse aller plus loin, sauf affaire à continuer l'endettement, ce que nous refusons totalement. Reste à savoir si l'exécutif pourra rester sur cette position et ne rien lâcher sur d'autres points, alors que le Parti socialiste reste déterminé et que les syndicats appellent désormais à des grèves illimitées. Le durcissement, en tous les cas, du conflit reste d'actualité sur le terrain avec une multiplication des appels à la grève illimitée. Relevons également ce soir des manifestations de lycéens dans de nombreuses villes moyennes en France, apparemment mobilisés sans mot d'ordre, mais par les réseaux sociaux. À Marseille, les agents du port CGT brandissent désormais la menace d'une pénurie de carburant. Reportage à Paris, au dépôt SNCF de la gare Saint-Lazare, Aurélien Romano. Au dépôt de la gare Saint-Lazare ce matin, l'heure est à la mobilisation des troupes. Tous ont en tête la journée de grève reconductible du 12 octobre. Ici, c'est la volonté de ne pas être seul à assumer le mouvement qui domine. Mardi, oui, je vais me mobiliser. Je pense qu'on sera pas mal de jeunes à se mobiliser. On n'a pas l'impression d'être vraiment suivi par la population, alors qu'on se bat pour tout le monde finalement. Et ce qui serait bien, c'est que là, l'opinion publique comprenne que cette mobilisation n'est pas faite pour les cheminots, mais pour l'ensemble de la population française. La relève, ça. Discuter pour convaincre. Les cheminots espèrent faire bloc la semaine prochaine. Je vais me mobiliser et je vais essayer de mobiliser aussi mes collègues, leur expliquer que cette réforme est totalement injuste, surtout
en plus, je dirais, se rajoute, c'est qu'à la SNCF, on a déjà vécu il y a 3 ans de ça une réforme. Donc là, en 3 ans, on veut nous rajouter 5 ans et demi de plus. Mais mobiliser les collègues n'est pas toujours facile. Tous les cheminots ne feront pas grève. Les raisons à cela sont multiples. On a des réticences chez des cheminots. Alors soit qu'on fait beaucoup de grèves et qui ne veulent pas démarrer les premiers, on va dire. L'autre problème est d'ordre économique. Effectivement, aujourd'hui, avec ne serait-ce que le prix des logements, on se retrouve avec des gens qui sont effectivement très endettés et pour lesquels, effectivement, faire rentrer dans des grèves reconductibles, c'est un souci. Un souci qui pourrait faire dérailler le train de la grève. Les syndicats espèrent mobiliser en masse dès les premiers jours pour engager un rapport de force efficace avec le gouvernement. Ici à Saint-Lazare, tous espèrent néanmoins une issue rapide au conflit. Nous l'avons dit, le geste en faveur des familles nombreuses et des handicapés était réclamé par les centristes et une partie de la majorité. L'extrême limite de ce qui est possible a été atteint. Nous avons entendu tout à l'heure Gérard Longuet. Bonsoir, Emmanuel Kessler. Bonsoir Michel. Peut-on parler ce soir donc d'un blocage ? Oui, le gouvernement a voulu faire un geste ultime. Alors, sur un front, celui du débat parlementaire, il a marqué un point. Ce qui a été annoncé ce matin va en effet dans le sens, vous le disiez, de ce que réclamaient les centristes, sans lesquels, il faut le rappeler, l'UMP ne peut pas faire adopter son texte et il ne devrait plus se faire trop tirer l'oreille pour voter le projet de loi. En revanche, vis-à-vis des syndicats, ces apparentes concessions n'ont rien d'étendu. Elles ont été jugées globalement insuffisantes, trop restrictives, un effet d'annonce plus que des concessions réelles. Alors le gouvernement affirme qu'il n'a plus rien à lâcher maintenant. On voit donc que le ton se durcit, les positions sont maintenant figées et paradoxalement, les amendements d'aujourd'hui renforcent l'impression que la situation est bloquée. Alors, comment on en sort? Eh bien, à droite, on ne veut pas croire à un mouvement d'ampleur, notamment parce que, justement, les salariés ne seraient pas prêts à perdre plusieurs journées de salaire. Mais sur le terrain, on voit les préavis de grève reconductible se multiplier. Et au-delà de ça, il y a quand même un élément qu'il faut prendre en compte, c'est le climat de défiance générale vis-à-vis de l'action du gouvernement. On le mesure assez clairement dans les sondages, y compris dans une composante morale, celui du style de gouvernement, qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'Éric Woerth dit « ma réforme est juste, ma réforme est humaine », c'est un message qui a du mal à passer dans l'opinion et c'est ce contexte général qui peut-être est le plus dangereux aujourd'hui pour le gouvernement. Merci Emmanuel Kessler. Alors comment sortons de ce blocage? Eh bien nous poserons la question à nos invités dans un instant. Raymond Le Texier pour le Parti Socialiste qui a interpellé François Fillon cet après-midi, Philippe Dallier pour la majorité et Nadine Prigent, secrétaire confédérale de la CGT. Le Conseil constitutionnel valide la loi interdisant le port du voile intégral. François Fillon salue une décision importante pour les valeurs de la République. Seule réserve, l'interdiction ne pourra s'appliquer dans les lieux de culte ouverts au public, au risque de violer la liberté religieuse. La loi d'interdiction doit entrer en vigueur au printemps 2011, après 6 mois de médiation et de pédagogie. Un fichier illégal sur les Roms et les gens du voyage utilisé par la gendarmerie. Révélation à la une du Monde ce soir. Le ministère de l'Intérieur dit ne pas être au courant, mais ce soir, le Parti socialiste exige sa destruction après la plainte de 4 associations. Flora Sauvage. C'est un fichier illégal et clandestin, un fichier ethnique qui aurait été constitué par l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante, rattaché à la gendarmerie nationale. Cet avocat a porté plainte auprès du procureur de Paris au nom de 4 associations de Roms et de gens du voyage pour constitution de fichiers non déclarés et conservation de données à caractère personnel qui font apparaître les origines raciales et ethniques. C'est un fichier qui s'appelle MENS, M-E-N-S, c'est l'acronyme de minorité ethnique non sédentarisée. On est tombé dessus un peu par hasard. On a essayé de remonter le fil rouge à partir d'un certain nombre de liens Internet. Certains fichiers PDF se sont fermés par la suite, bizarrement. Et donc on voit qu'il y a un fichier clandestin qui existe depuis des années. L'avocat des plaignants va saisir la CNIL, à qui ce fichier n'a pas été déclaré. Dans un communiqué de presse, le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, affirme qu'il n'a pas connaissance d'un tel fichier, mais il va quand même diligenter un contrôle. Ce soir, le Parti socialiste a exigé la destruction immédiate de ce fichier à caractère ethnique.
En marge de l'enquête sur l'attentat de Karachi, le juge Van Rymbeek décide, lui, d'enquêter sur le financement de la campagne d'Édouard Balladur en 1995, donc sur d'éventuelles rétrocommissions liées à la vente de sous-marins au Pakistan. On a appris par ailleurs que le rejet des comptes de campagne de l'ancien Premier ministre avait été préconisé par les rapporteurs du Conseil constitutionnel en raison de versements en espèces non justifiés. Concernant l'enquête du juge Van Rymbeek, le parquet fait savoir ce soir qu'il a l'intention de s'opposer à son projet d'enquête. La suite du 19h, donc avec le débat toujours très agité et passionné sur les retraites. Nos invités, donc Raymonde Le Texier, sénatrice socialiste du Val d'Oise, bonsoir. Je le disais, vous avez interpellé le Premier ministre, vous attirant une réponse assez sèche. Vous pourrez commenter ce qu'il vous a dit tout à l'heure. Philippe Dallier, sénateur apparenté UMP de Seine-Saint-Denis, et Nadine Prigent, secrétaire confédérale de la CGT. Merci à tous d'être avec nous ce soir. Vous avez utilisé des mots durs lors de votre interpellation de François Fillon, Madame Le Texier, au sujet des amendements en faveur des femmes. Vous avez dit que c'est une aumône. Ah oui, je persiste et je signe. Mais je vous en fais la démonstration quand vous voulez. Allez-y. Eh bien, 130 000 femmes seraient concernées, dit-on. Oui, 130 000 sur combien de millions En fait, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, n'importe quelle femme peut prendre sa retraite à 60 ans. Ou à 65 ans, si elle n'a pas une carrière complète, parce qu'à 65 ans, elle n'a plus de décote. C'est la situation aujourd'hui. Le texte de loi qui est proposé dit, dorénavant, les femmes qui prenaient leur retraite à 60 ans la prendront à 62, et celles qui étaient obligées d'attendre 65 ans pour ne pas avoir de décote, parce que leur carrière était incomplète, ce qui est le cas de beaucoup, la prendront à 67 ans, pas à 65. D'accord ? Oui. Et l'amendement qui est sorti, important, les deux amendements, mais parlons d'abord de celui-là, qui est sorti ce matin du chapeau. De qui ? Du chef de l'État ? Du ministre, mais du chef de l'État, puisque les médias en parlent depuis des semaines et on savait que... Et il y a eu un communiqué, très vite après la déclaration du ministre du Travail, de l'Élysée. Donc évidemment, la paternité est revendiquée. Mais il faut vraiment, si vous le permettez, qu'on reste 3 secondes sur cet amendement, parce que je vous ai décrit la situation actuelle, la situation qui serait celle des femmes demain, lorsque le texte serait voté, s'il est voté. Et cet amendement dit... Eh bien, parce que nous sommes très généreux et très attentifs à la situation des femmes, sur laquelle les uns et les autres, vous avez attiré notre attention, on vous dit, dorénavant, les femmes qui ont eu 3 enfants, qui se sont arrêtées pour les élever, à condition qu'elles soient nées entre 1951 et 1955, à condition qu'elles aient travaillé avant de s'arrêter pour élever leur enfant, pourront dorénavant continuer de partir, selon le cas, à 60 ans ou à 65 ans. Donc c'est là que vous dites c'est une aumône. Alors, mais c'est pas une aumône, c'est une catastrophe. Une aumône à 3,4 milliards pour les mesures qui ont quand même été annoncées par le Premier ministre ce matin. Donc une aumône de ce prix-là, vous m'excuserez, ça commence à être relativement conséquent. En tous les cas, c'est mon point de vue. Il y a effectivement un problème pour les femmes qui sont nées pendant cette période-là. Parce qu'après, toutes les statistiques montrent que les écarts hommes-femmes, notamment au niveau du salaire et de ce qu'on appelle les carrières à trous, le problème, ça me nuise au fil du temps ultérieurement à cette période. Donc le gouvernement a cherché à proposer une solution pour ces femmes qui sont particulièrement concernées. Ça vous plaît, ça vous déplaît, vous pensez que ça n'est pas assez, je l'entends bien, vous ne pouvez pas dire que ça n'est rien. Donc vous ne pouvez pas dire non plus que le Parlement n'a aucun rôle, c'est ce qu'on nous a répété pendant toute la matinée. Vous ne pouvez pas dire que le gouvernement n'essaye pas d'apporter des solutions aux problèmes qui se posent. Que vous considériez que c'est insuffisant, je peux encore l'entendre, mais ça n'est pas rien, loin de là. Alors Nadine Prigent, vous suivez les débats de très près. Oui. Qu'est-ce que vous attendez des débats de ce soir, particulièrement, avec ces textes qui vont arriver ? Écoutez, déjà, moi, je tiens à dire que je partage l'analyse qui a été donnée. Par votre voisine. Par ma voisine, mais la question des femmes, c'est pas seulement le problème de nombre de trimestres, c'est un problème de niveau des pensions quand on part à la retraite. Et pour l'instant, rien n'est réglé de ce point de vue. Vous parlez de l'égalité salariale homme-femme, mais il y a des dispositions dans cette loi qui allègent les contraintes qui étaient données aux employeurs pour prendre les accords, pour réduire les écarts salariaux entre les hommes et les femmes. On reporte au 31 décembre 2011 l'obligation des accords avec les organisations syndicales concernant cette question qui devait être traitée au 31 décembre 2010. Et certes, il y a des mesures de rétorsion, mais il n'y a même plus l'obligation
d'accord contractuel avec les organisations syndicales sur cette question. La question salariale est prioritaire sur le niveau des pensions. Écoutez, madame, on part avec des pensions de misère. Ça n'est pas une réforme de notre système de retraite qui doit régler, en tous les cas pas cette réforme-là, qui doit régler l'ensemble des problèmes qui se posent dans la société, et notamment les écarts entre les hommes et les femmes qui travaillent, donc qui sont en cours de carrière professionnelle. Donc excusez-moi, le problème aujourd'hui, c'est de savoir si oui ou non nous sauvons ce système de retraite par répartition auquel nous sommes tous attachés, et comment est-ce que nous le faisons. Le débat, il est bien là. D'un côté, nous avons le Parti socialiste qui nous dit il n'est besoin de toucher à rien, nous allons trouver l'argent nécessaire pour combler les déficits qui vont se cumuler. Et je vous rappelle que si nous ne faisions rien, en 2018-2019, c'est-à-dire demain, les déficits cumulés sur le système de retraite, c'est 400 milliards d'euros. Que les gens nous entendent bien, 400 milliards d'euros. Le déficit public aujourd'hui est de 1500 milliards d'euros et c'est déjà insupportable. Madame Le Texier ne conteste sans doute pas ces chiffres, mais vous avez dit cet après-midi que c'était un choix de société. Qui doit payer pour les retraites? Qui? Mais c'est un choix de société. Moi, je veux revenir sur ces amendements femmes, parce que je voudrais que tout le monde soit bien attentif au fait que ne sont concernées que les femmes qui sont nées entre 1905, je ne suis pas sûre, et 1955. Moi, j'ai fait un petit sondage autour de moi. Il y a énormément de femmes, parce que le Sénat a rajeuni et qu'il y a de plus en plus de femmes, qui sont précisément nées dans cette tranche d'âge. C'est une période où on se marie à 18 ans, à 20 ans. Comment voulez-vous, pourquoi avez-vous mis la clause? Il faut que précédemment leur interruption d'activité professionnelle, elles aient déjà validé des trimestres. Vous préconisez le maintien de la borne d'âge des 65 ans pour toutes? Il demande 60 ans et 65 ans pour tout le monde. Non, on maintient, puisque vous dites qu'il n'y a pas de réforme à faire. Certes, tout le monde le sait, de même que voilà ce que vous avez dit sur sauver le système de retraite en répartition. Mais qu'est-ce que vous proposez? Mais ok, sauf rien. que... Oui, c'est sûrement pour ça qu'on gagne toutes les élections. Oh, quand même. Hein. Bien. Voilà, je ne comprends pas pourquoi vous avez laissé passer cette clause qui fait que finalement peu de femmes vont en profiter. Et ce que je conteste, c'est le fait que vous présentiez ça comme une avancée, alors qu'on limite un tout petit peu les dégâts pour un tout petit nombre de femmes. Alors aujourd'hui, on entend les voix de la majorité dire, je le disais, Gérard Longuet, on est arrivé à l'extrême limite de ce qu'on peut faire. Nadine Prigent, quand vous entendez ce discours de l'exécutif et de ses représentants et de ses élus, qu'est-ce que vous avez envie de faire, sachant qu'on assiste effectivement à une radicalisation des conflits? Vous les encouragez? Oui, écoutez, le constat qu'on fait, c'est qu'après des mois d'essais, pour convaincre la population, vous n'avez pas convaincu. 71% des Français sont opposés à cette réforme et soutiennent la mobilisation en cours. De date en date, ils descendent dans la rue pour exprimer cette opposition. Encore le samedi 2 octobre, avec des gens qui sont descendus, qui n'avaient jamais manifesté, jamais fait grève. Vous voyez, ils ont compris une chose, c'est qu'encore une fois, on allait demander aux salariés de payer la réforme. Et ça, c'est compris comme une réelle injustice, plus toutes les autres questions revendicatives qui s'additionnent à ça. On a beaucoup de conflits sur les salaires et l'emploi. La répartition ne suppose pas que ce soit les salariés qui payent pour les autres. Évidemment, en tous les cas, les actifs pour les retraités. La CGT, ça doit faire plus de 10 ans qu'elle propose une réforme du financement de la sécurité sociale qui s'appuie évidemment sur les revenus financiers, mais pas que. On propose de moduler autrement les cotisations sociales pour favoriser l'emploi et non pas favoriser les entreprises qui cassent l'emploi. Enfin voilà, on a des solutions de financement. C'est connu depuis une dizaine d'années. Ouvrons le sujet de la réforme du financement. Non, vous l'ouvrez pas. Vous ne l'ouvrez pas. Donc nous, on considère que maintenant... Sur la radicalisation, qu'est-ce que vous répondez? Oui, donc le gouvernement a choisi la radicalité. Puisqu'il n'ouvre pas les discussions avec les organisations syndicales, ne négocie pas. Donc évidemment, les salariés, eux aussi, vont choisir de durcir certainement l'action. En tout cas, vous les laissez choisir sans les encourager au niveau de la Confédération? Mardi, il y a une journée d'action nationale de grève qui sera massivement suivie de toutes les informations que l'on a. Et dès le lendemain, on propose des assemblées générales, des consultations de salariés. Pour continuer? Oui, pour continuer à faire pression. Et on n'évacue pas une autre date demain. On a une réunion intersyndicale. Encore demain, une intersyndicale. Ça fait des mois qu'on parle de cette réforme. On nous dit d'un côté, il n'y a pas de discussion possible. Si, la discussion, elle existe. Mais d'un côté, on a des gens qui nous disent, il faut retirer votre projet.
C'est ça qu'ils Non, demandent. c'est Qu'on pas la reste, position sur les 60 et 65 ans. Nous disons que nous ne pouvons pas sauver le système si nous n'augmentons pas la durée de travail, 62-67 ans. Donc le problème, il est bien là. Et là-dessus, on n'en sortira pas manifestement. Donc, alors, mais il est temps de dire la comment ça vérité. se passe quand on Il s'en est sort temps pas de dire la vérité aux Français. Les 1500 milliards d'euros de dette publique que nous avons et que nous avons collectivement accumulés depuis 30 années, il va falloir les rembourser. Nous ne pourrons le faire qu'en augmentant les impôts. C'est ce que nous sommes en train de faire et en diminuant les dépenses. Ça, il faut le dire aux Français. Or, vous êtes en train de dire on peut régler tous les problèmes simplement en augmentant les impôts pour sauver le système dans l'état où il est aujourd'hui. Mais ça n'est pas une caricature, c'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites. Mais ma parole ne vous intéressez pas à ce qu'on fait, à ce qu'on dit. Mais je suis si, très justement, c'est ce que vous dites. Et malheureusement, ça n'est pas la vérité. Vous courez, vous galopez au Parti Socialiste après l'extrême gauche, vous radicalisez et vous faites des promesses dont un certain nombre de vos collègues socialistes, j'en citerai pas, mais dans l'enceinte ici, il y en a, disent et redisent que tout ça n'est pas sérieux, n'est pas crédible, que ça soit M. Patria, M. Collomb, que ça soit Dominique Strauss-Kahn. Ils savent bien, eux, que vos propositions ne tiennent pas la route. Donc disons la vérité aux Français. Qu'effectivement, il faudra travailler plus longtemps et éventuellement repousser l'âge légal de départ. Deux choses. Je voudrais d'abord dire à M. Daniel que lorsqu'il dit que la réforme des retraites ne peut pas régler toutes les inégalités que les femmes cumulent depuis des années, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. D'accord. Cette réforme-là ne peut pas régler dans le fond ce sur quoi vous êtes en désaccord. Et ce que je voudrais vous dire également, quand vous disiez il y a un instant, finalement, c'est un peu logique que ce soit les salariés, les actifs qui payent pour les retraités. Le principe de la répartition. Oui, sauf qu'il y a quand même des actionnaires qui sont quand même de plus en plus repus, mais jamais suffisamment repus. Il me semble que s'ils s'enrichissent aussi vite, c'est aussi un tout petit peu... Au détriment des salariés ? Non, grâce au travail des salariés. Donc on les ponctionne un petit peu plus plutôt que ce soit cadeau sur cadeau. Il me semble Une partie des prélèvements qui vont financer cette réforme pèse sur le capital. Pas assez, dit madame, mais une partie pèse sur le capital. Moi, je partage sur les pas. stock options, sur les retraites chapeau. Mais le Parti Socialiste voudrait aller plus loin. Non, oui, nous, la CGT, on ne partage pas qu'il faut séparer le débat entre retraite et l'emploi. On considère, nous, il y a dans ce pays 4 à 5 millions de personnes qui sont hors de l'emploi. Si on les remet au travail, on trouve la solution de 50% du financement. Moi, je peux être d'accord avec vous, mais quand on a dit ça, il faut trouver les solutions, madame. Si elles étaient si simples. On parlait d'égalité salariale. Si on réduit l'écart salarial entre les hommes et les femmes dans la durée, on fait rentrer 78 milliards d'euros dans les caisses de la sécurité sociale. Donc occupons-nous aussi quand même de comment on traite les salariés au travail et vous ferez comprendre à ces gens à qui on demande de travailler plus, qui ne comprennent pas pourquoi à eux on leur demande de travailler plus quand ils ont leurs enfants de moins de 25 ans au chômage. Voilà, c'est ça qui n'est pas compris. C'est pour ça qu'ils sont dans la rue. Madame, vous décrivez une situation, vous n'amenez pas des réponses. Décrétez qu'il faut donner de l'emploi à tout le monde signe. C'est des solutions de financement. Ce ne sont pas des solutions, ce sont des vœux pieux. C'est des milliards d'euros. C'est des milliards d'euros. Très bien, madame. Il faut le faire. Est-ce que vous craignez une véritable radicalisation jusqu'à une grève générale? Oui, non. On voit bien que c'est ce que la gauche est en train d'essayer de faire, notamment avec les jeunes. Moi, je pense que les salariés ne se lanceront pas dans une grève reconductible. Maintenant, tout est possible. Tout est toujours possible. Madame Le Texier, le mot de la fin, vous avez donc interpellé François Fillon qui un peu vous a renvoyé dans vos cordes. On l'a entendu, il a dit oui, c'est bien gentil, vous nous reprochez nos engagements, mais vous-même, jamais vous ne revenez sur les réformes des retraites initiées par la droite. Alors, votre réponse? Ma réponse, je trouve quand même assez logique que le Premier ministre me réponde sèchement, alors que pendant 2 minutes, je lui ai expliqué que sa réforme était injuste et brutale et qu'il fallait retirer son texte pour qu'on en débattre sur le fond. Donc, très bien. Voilà. Voilà, merci à tous les trois d'avoir participé à cette édition. Dernière page du 19h. Maintenant, on change d'univers. On va plonger, figurez-vous, dans la saga des Bettencourt. Liliane Bettencourt, 88 ans dans quelques jours, s'est retrouvée bien sûr projetée sous les projecteurs, elle mais aussi L'Oréal, dont l'histoire a été revisitée avant d'accueillir Bruno Abesca, grand connaisseur de la dynastie Bettencourt, au gros plan sur une héritière contrainte donc de s'exposer au soir de sa vie. Sandra Cerquera. Elle se serait bien passée du scandale dans lequel elle est aujourd'hui plongée. Un conflit familial transformé en scandale politico-financier, une histoire qui aurait de quoi déstabiliser cette femme de 88 ans.
Et pourtant, c'est pleine de sérénité que Liliane Bettencourt, femme secrète, ouvre les portes de sa maison familiale en Bretagne pour une interview sur TF1. Ou encore qu'elle accueille Paris Match dans son hôtel particulier à Neuilly et pose en une. Une photo qui veut faire croire à la bonne santé de Madame Bettencourt, gravissant sans peine les marches d'un escalier. Pour ses proches, elle est loin d'être une femme sénile. Patrice Demestre, gestionnaire de sa fortune, évoquait encore récemment qu'elle prenait seule les décisions. Pour son ami photographe, François-Marie Bagné, l'héritière de L'Oréal est une femme fatale qui fait ce qu'elle veut. Liliane Bettencourt, qui a rompu tout lien avec sa fille, s'est éloignée cet été de celui à qui elle voulait léguer son île d'Aros. Alors, femme libre ou femme sous influence, les notes saisies à son hôtel, laissant penser que Liliane Bettencourt subissait une préparation de son entourage pour d'éventuelles auditions, sont une fois de plus venues jeter le doute. Bonsoir Bruno Abesca, vous signez ce livre, La saga des Bettencourt, avec madame et sa fille à côté. Mais vous connaissez bien la famille Bettencourt, vous la suivez de très longue date. Oui, en fait, je suis un peu l'historique de l'étape, si je puis dire, puisque oui. je me suis penché, enfin j'ai été attiré par cette famille il y a une dizaine d'années. En fait, on se contentait jusqu'au début des années 2000, j'ai participé d'ailleurs à l'époque, puisque j'étais au Nouvel Observateur, à classer les grandes fortunes françaises. Et Liliane Bettencourt était constamment caricaturée, étant présentée comme la fille unique du fondateur de L'Oréal, la femme la plus riche de France à l'époque. Je me suis lancé pour préparer une cover de l'Express sur le sujet, puis c'est vrai que je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'il y avait énormément d'individualité, de personnalité dans ces deux dynasties, puisqu'il y a la dynastie des Bettencourt, mais la dynastie des Schweller également, oui. Et qu'il y avait la matière à raconter, à revisiter d'une certaine manière une certaine histoire du XXe siècle. D'accord, une histoire industrielle et une histoire politique également. On ne va pas remonter aux origines, mais il faut peut-être faire le lien entre le mari de Liliane Bettencourt et puis les politiques. Tout à fait. Est-ce que c'est là que ça a vraiment commencé, cette espèce de cousinage? Sans remonter, vous avez raison, au calendrier grec, Eugène Schweller, comme on le sait, était comme un des financiers de la cagoule à la fin des années 30 et au début de la Seconde Guerre mondiale. Je ne reviens pas là-dessus. André Bettencourt, son gendre, effectivement, était une figure de la 4e République, membre du gouvernement Mendès France, puis de plusieurs gouvernements comme celui de Couve de Murville, Georges Pompidou, etc. Donc sous la 4e et sous la 5e. Et en fait, il a eu 50 ans de vie politique. Il était également sénateur. Donc ça a été un des membres de cette maison, effectivement. Alors avec une proximité très étroite avec François Mitterrand, donc? Oui, c'est un peu le paradoxe. Le paradoxe. Pas seulement, d'ailleurs, on a appris récemment avec, par exemple, des gens comme Laurent Fabius, Pierre Bérégovoy, qui avaient leurs entrées chez les Bettencourt. Tout à fait. Je pense qu'il a été, de par leurs